Bonjour à tous, il est 13 heures et c'est le moment de vous informer sur RTI 1. On regarde les titres de ce journal. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence d'Alassane Ouattara, chef de l'État. Un accent particulier a été mis sur la lutte contre la Covid-19 dans notre pays. Le gouvernement a mis en place un plan d'acquisition de 7 400 000 nouvelles doses au mois de juin jusqu'à la fin de l'année. Après les États-Unis d'Amérique en 2018, l'État du Qatar vient d'ouvrir une ligne directe avec la Côte d'Ivoire. La cérémonie de réception du vol inaugural de la compagnie Qatar Airways à Abidjan s'est déroulée hier mercredi à l'aéroport de Port-Boué en présence du ministre des Transports, Amadou Koné. Sur les bords du lac Léman à Genève, les présidents russes et américains se sont rencontrés. Les deux dirigeants se sont mis d'accord pour un retour à leur poste de leurs ambassadeurs respectifs, mais de nombreuses questions restent en suspens. Il est dorénavant bimensuel. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence d'Alassane Ouattara, chef de l'État. Plusieurs sujets étaient au cœur des échanges, notamment la Covid-19. Le gouvernement a annoncé l'arrivée de plus de 7 millions de doses de vaccins contre cette pandémie. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Comme activité principale ce mercredi, la réunion du Conseil des ministres. Une fois encore, les membres du gouvernement autour du président de la République, Alassane Ouattara, n'ont pas failli quant à leur assiduité à ce rendez-vous destiné à plancher sur des sujets brûlants de l'actualité. Première préoccupation, pour ce qu'il y a à noter essentiellement à l'issue de cette rencontre, c'est la lutte contre le trafic illicite des marchandises. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la cellule aéroportuaire anti-trafic, en abrégé CAT, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Pris dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de la drogue et la criminalité transnationale, ce décret vise à renforcer les capacités de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en matière de détection et de saisie de marchandises illicites. La CAT intègre de ce point de vue un projet dénommé AirCop, qui est un projet qui bénéficie de l'appui de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de l'Organisation mondiale des douanes et de l'Organisation internationale de police criminelle. Le Conseil a aussi procédé à l'élaboration d'un plan stratégique en vue de la gestion des frontières conformément à une décision de l'Union africaine sur cette problématique. Le Conseil a adopté une communication relative à l'élaboration d'une politique et d'une stratégie nationale de gestion des frontières de la Côte d'Ivoire et de son plan d'action, en vue d'apporter des réponses politiques pacifiques et durables aux problématiques liées à la gestion des frontières. Ce document est assorti d'un plan d'action opérationnel qui permettra d'améliorer la gouvernance administrative et sécuritaire des espaces frontaliers, en assurant bien sûr une meilleure coordination des actions de l'État à nos différentes frontières. C'est un projet qui est une directive de l'Union africaine et qui va bénéficier donc de soutien de l'Union africaine à travers donc la GIZ, de la Commission de l'UEMOA et bien entendu de l'État de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les jeux de hasard pour le Conseil n'ont rien d'un tournant hasardeux, ce qui, bien entendu, justifie l'avènement de l'autorité de régulation de ces jeux, comme le veut le gouvernement à l'occasion de cette réunion. Le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des jeux de hasard, ARJH, en Côte d'Ivoire. Et en application donc de la loi 2020-480 du 27 mai 2020 portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, ce décret définit les organes et précise les modalités de fonctionnement de l'autorité de régulation des jeux de hasard et chargée d'assurer la régulation, le contrôle du secteur des jeux de hasard. En outre,
Pour ce qui concerne la lutte contre la Covid-19, le gouvernement n'est pas du tout prêt à lâcher prise. Selon le Conseil, plus de 7 millions de doses de vaccins contre cette pandémie sont attendues. Afin de maintenir la dynamique actuelle et l'engouement des populations et de garantir donc la série vaccinale complète pour être immunisée, un plan d'acquisition donc a été mis en place et devrait permettre d'acquérir 7 400 000 nouvelles doses. Ce plan est en mise en œuvre et nous devons recevoir sur une première période qui part donc du 18 juin à fin août 3 400 000 doses qui seront attendues de façon progressive et à moyen terme, sur la période de septembre à fin décembre, nous aurons donc 4 millions de doses qui seront également réceptionnées, ce qui fait bien sûr les 7 400 000 doses que nous attendons donc globalement. Aussi, à l'occasion du point presse, les journalistes se sont-ils préoccupés des conditions de retour de l'ancien président Laurent Gbagbo? Un ensemble de questions ont été évoquées avec les émissaires de M. Laurent Gbagbo et ils ont été informés de toutes les dispositions sécuritaires qui ont été annoncées, toutes les dispositions pratiques pour l'accueil. Vous avez constaté que ce sont eux-mêmes qui vous ont annoncé que le chef de l'État donc, ouvrait le pavillon présidentiel donc, à M. Laurent Gbagbo. Donc à partir du moment où tout se passe très bien dans ce cadre de concertation, nous avons fait notre travail dans le cadre de concertation qui a été mis en place et toutes les réponses ont été apportées dans ce cadre-là. Une autre information du Conseil, et qui n'est pas des moindres, c'est le déplacement du président de la République, Alassane Ouattara, le 19 juin prochain à Accra, au Ghana, en vue de sa participation à un sommet de la CEDEAO. Le prochain Conseil des ministres est prévu le 7 juillet 2021. Dans seulement quelques heures, l'ancien président ivoirien sera à Abidjan. Avant d'être acquitté en appel le 31 mars dernier, Laurent Gbagbo aura passé 8 ans dans le pénitencier de Scheveningen à La Haye, aux Pays-Bas. Dans ce reportage que je vous propose de suivre, la rédaction de RTI 1 vous replonge dans les conditions de sa mise en liberté en appel et ses moments d'incarcération. Retour sur les faits marquants de son procès avec Gabriel Zani. Ce jeudi 17 juin, Laurent Gbagbo revient de Bruxelles après son acquittement en appel prononcé le 31 mars dernier. Ce retour, après des années de procès, s'apparente à une autre vie qui débute pour le fondateur du Front populaire ivoirien. Tout commence avec le refus de l'ancien président de céder le pouvoir à l'actuel président Alassane Ouattara, vainqueur au terme de l'élection présidentielle de 2010. Arrêté le 11 avril 2011, il est placé à l'hôtel du Golfe, puis transféré à Korogo dans le nord du pays, où il sera assigné à résidence. Quelques mois plus tard, le 18 août 2011, Laurent Gbagbo est inculpé et placé en détention préventive pour crime économique. Il est incarcéré 8 mois en Côte d'Ivoire. À partir du 30 novembre 2011, à la suite de son inculpation par la Cour pénale internationale pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, il est incarcéré au centre de détention de la Cour à La Haye aux Pays-Bas. Les avocats de Laurent Gbagbo réclament sa relaxe. Son procès conjoint avec celui de Charles Blé Goudé s'ouvre à La Haye le 28 janvier 2016. 82 témoins pour l'accusation, des centaines de requêtes et de décisions. Le 15 janvier 2019, Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI après plus de 7 ans de prison préventive. Le lendemain, la CPI suspend sa remise en liberté après un nouvel appel déposé par la procureure Fatou Bensouda. Celui-ci doit être examiné sur le fond par la Chambre d'appel le 1er février 2019. Dans la même décision, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libérés sous condition. Laurent Gbagbo est toutefois tenu de résider en Europe en attendant un éventuel procès en appel. Le 16 septembre 2019, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, fait appel de l'acquittement. Laurent Gbagbo demande à la CPI la levée des conditions de sa liberté conditionnelle le 7 octobre 2019. Le 6 février 2020, s'ouvre le procès en appel devant la CPI pour la levée intégrale de la liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo.
Alors que la procureure générale et l'accusation plaident pour la reprise du procès en appel, la défense réclame la relaxe de son client. En mai 2020, la CPI lève plusieurs contraintes de la liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo. En particulier, il récupère son passeport et la possibilité de sortir de sa commune de résidence. Le 31 mars 2020, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale rejette les requêtes de la Chambre d'accusation, ce qui confirme la mise en liberté définitive de Laurent Gbagbo. Et sur un tout autre plan, ce jeudi 17 juin marque la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle se tiendra à Bingourou. Le gouvernement a produit une déclaration lue par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis, a appelé la population à la préservation des terres. Grâce Kando. La Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse est l'occasion d'apprécier le travail abattu depuis l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies en 1996. Ce regard critique nous permet de faire le bilan des actions déjà menées, mais aussi et surtout d'informer sur les impacts néfastes de la désertification et la sécheresse en vue d'adopter les bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres. Cette journée est donc pour nous l'occasion d'organiser des campagnes de sensibilisation massive sur les actions à mener pour préserver nos terres et pour les restaurer. Cette année, le thème est « Restauration, terre reprise ». Restaurer les terres peut grandement contribuer à la reprise économique post-Covid-19. On peut le dire sans se tromper. Investir dans la restauration des terres, créer des emplois et générer des avantages économiques. Fournir des moyens de subsistance à un moment où des centaines de millions d'emplois sont perdus. La restauration vise à la réparation des écosystèmes endommagés. Cela atténue le changement climatique et renforce les défenses de la nature contre les catastrophes et les événements météorologiques extrêmes, notamment les incendies de forêt, les sécheresses, les inondations et les tempêtes. Le ministre Jean-Luc Assis appelle à une prise de conscience de la dégradation des sols. La production nationale de café ne cesse de dégringoler alors que la demande des entreprises de transformation sur place en Côte d'Ivoire augmente. Une inquiétude exprimée par de nombreux industriels, dont certains ont reçu la visite du ministre de l'Agriculture. Le point avec Dangui Dangui. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a visité toutes les étapes de la transformation du café au sein de l'usine de Nestlé, située en zone 4 dans la commune de Marcory, pour des raisons qu'il explique ici. Nous avons reçu la visite de monsieur le PDG de Nestlé. Et à nos bureaux, il nous a fait part de ce que notre production au niveau local est menacée. Menacée parce qu'il y a 10 ans, nous produisions 180 000 tonnes de café. Or aujourd'hui, nous en sommes à pratiquement 70 000 tonnes. C'est une menace grave. Aujourd'hui, cette usine est obligée de s'adresser à l'extérieur pour avoir de la matière première. Selon le ministre, la Côte d'Ivoire est dans une dynamique de relance de sa production nationale de café en quantité comme en qualité. Selon la Direction générale du commerce extérieur, la Côte d'Ivoire revendique un flux commercial de l'ordre de 113 000 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite récemment lors de l'atelier bilan sur l'état d'avancement des projets et programmes de la stratégie nationale d'exportation. En toile de fond, il s'agit pour les parties prenantes de doter le pays d'une nouvelle stratégie en phase avec les besoins de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. On retrouve encore une fois Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire met à jour sa stratégie d'exportation.
lors d'un atelier à Grand Bassam dans la perspective de rendre ses produits plus compétitifs à l'international. Cette nouvelle politique de commerce extérieur s'appuie sur le bilan de la stratégie nationale d'exportation en œuvre depuis 2015. La Côte d'Ivoire, au niveau du flux commercial mondial, c'est près de 13 110 milliards de flux commerciaux par an pour l'année dernière, avec un bilan positif de 1216 milliards. Donc ça, c'est énorme. Pour maintenir ce rythme, il faut se maintenir dans le temps. Mais avec le fait que nous avons réalisé que la plupart de nos produits d'exportation sont des produits bruts. La nouvelle stratégie nationale d'exportation porte l'une des priorités du gouvernement, à savoir la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. En les transformant localement, nous allons non seulement ajouter de la valeur aux produits que nous exportons, nous allons diversifier nos différents partenaires, c'est-à-dire que les différents marchés avec nos exportants traditionnellement vont être beaucoup plus. Mais en plus, et le plus important, c'est la création d'emplois. La stratégie nationale d'exportation s'appuie sur 6 filières dites prioritaires, notamment l'anacarde, l'EVA, le coton et les fruits tropicaux. Je vous le disais en titre, c'est un atout important au plan économique, commercial et touristique pour notre pays. Le Qatar vient d'ouvrir son ciel à la Côte d'Ivoire. Le vol inaugural Doha-Abidjan s'est posé hier, mercredi, à Port-Bouët. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a salué la grande confiance du Qatar en notre pays. Il était accompagné de ses collègues du tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, et du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. Le compte-rendu de Lanciné. Bakayoko. Avec 3 vols directs hebdomadaires entre Abidjan et Doha, Qatar Airways connecte la Côte d'Ivoire au Moyen-Orient et plus largement à l'Asie. Un avion configuré 22 sièges classe affaires, 232 sièges classe économique et 15 tonnes de fret. Une ouverture pour le rayonnement diplomatique de la Côte d'Ivoire. C'est pour nous une excellente chose. Pour notre image en tant que pays, l'image de l'aéroport d'Abidjan, du transport à Abidjan et de cette confiance dans l'économie et dans les autorités ivoiriennes. Également grand bénéficiaire de cette ligne aérienne Abidjan-Doha, les opérateurs économiques qui espèrent développer de nouvelles opportunités, notamment dans le domaine du tourisme. Le gouvernement s'engage à tout mettre en œuvre en vue de faire aboutir tous les projets visant à rendre la destination Côte d'Ivoire attrayante. Nous allons avoir axé nos efforts sur la démarche du tourisme d'affaires principalement et ensuite pour le tourisme de loisirs, étant entendu l'énorme potentiel. Mais sans oublier aussi les investissements dans le domaine du tourisme. Et donc c'est une grande opportunité à saisir. Pour faire du transport aérien un véritable levier de développement, la Côte d'Ivoire prévoit de nouveaux investissements en infrastructure sur la plateforme de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Bouët. Nous allons commencer bientôt les travaux d'extension de l'aéroport d'Abidjan, de sorte que Abidjan constitue un hub où il y a de la place encore pour tout le monde. Et nous ferons les efforts pour accueillir le maximum de compagnies africaines pour que Abidjan soit une véritable plateforme de transport aérien. Depuis la certification obtenue en 2016, la capitale économique ivoirienne accueille en moyenne 2 millions de voyageurs par an. La pandémie mondiale de 2020 n'a que peu bousculé cette dynamique. Garant de la sécurité routière, l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire salue les efforts du gouvernement. Au cours d'un point presse qui s'est tenu à Abidjan, elle a émis des doléances, des requêtes qui visent à pérenniser son secteur d'activité. On regarde le reportage d'Astou Danyogo. L'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, UNAICI, salue les réformes initiées par le gouvernement à travers le ministère des Transports. Face à la presse, ils ont passé au peigne fin tous les dangers liés au manque de formation et les conséquences qui en découlent, notamment les graves accidents de la circulation. Désormais, que les Ivoiriens sachent qu'un permis de conduire, ça se mérite, c'est un examen. Et que là, les évaluateurs que nous avons en ce moment le font correctement. Quelques mois après les décisions prises par le gouvernement, les acteurs d'auto-école dressent un bilan à mi-parcours et émettent des doléances. Quand on a commencé, on a parlé de 15 candidats. C'était vraiment l'idéal parce que là, on se disait, et on n'en voulait pas plus, mais on se disait que c'était un peu correct, c'était normal. Mais maintenant, quand on arrive à 7, voire même 2 à l'intérieur, c'est insignifiant pour une entreprise. Comment on paye les charges?
on a une tutelle, on a un patron dans nos secteurs d'activité. Pour nous, on attend que le ministre signe notre décret et ça va vraiment assainir pour de bon définitivement le secteur de l'auto-école. L'UNAICI appelle de tout vœu la signature d'un cadre réglementaire de formation en vue d'assainir le milieu. La Côte d'Ivoire compte plus de 500 auto-écoles. On parle maintenant de santé, notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré mercredi 24 nouveaux cas de Covid-19 sur 1292 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 56 guéris et 0 décès depuis hier. Donc la Côte d'Ivoire compte 47 933 cas confirmés, dont 47 322 personnes guéries, 306 décès et 305 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 678 807. Le 15 juin, 7 726 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 712 777 doses administrées. Et le ministre de la Santé, Pierre Ngou Demba, a réceptionné 100 000 doses de vaccins Pfizer, des vaccins efficaces qui seraient efficaces à 95% selon plusieurs études. Notons que 729 000 doses du vaccin AstraZeneca acquises par la Côte d'Ivoire depuis le début de la campagne ont été utilisées. Le pays compte acquérir des millions de doses pour vacciner à terme 8 millions d'Ivoiriens. Evelyne Yeboué avec le commentaire de Grace Kando. Réception de 100 620 doses de vaccin Pfizer à Abidjan ce jeudi 16 juin 2021 en provenance des États-Unis. Selon le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ce vaccin est réservé aux personnes de plus de 18 ans n'ayant jamais reçu de dose d'AstraZeneca. Le gouvernement, dans son plan de riposte, dès que les vaccins ont été disponibles, s'est approvisionné par le mécanisme COVAX pour avoir un premier contingent de vaccins. Donc d'abord, nous avons obtenu 554 000 doses que nous avons démarré en mars. Au début, c'était timide. Grâce à l'intensification, à la sensibilisation qui a été faite, nous avons épuisé ce stock. Pour des raisons logistiques, ce vaccin ne pourra pas s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Il sera disponible seulement à Abidjan. Après cet arrivage, on va avoir d'autres vaccins dès la semaine prochaine et ça nous permettra donc d'assurer la continuité vaccinale. Selon plusieurs études, l'efficacité du vaccin des laboratoires Pfizer est évaluée à 95%. La Côte d'Ivoire compte d'ici la fin de l'année 2021 avoir au moins 700 000 doses de vaccins pour freiner cette pandémie. Et on se rend maintenant à l'intérieur du pays. 73 projets de développement seront exécutés dans la région d'Unzi. L'annonce a été faite par le président du conseil régional lors de la deuxième session ordinaire à Dembokro. La Taï Nguessan Kofi veut transformer la région en un havre de paix où il fait bon vivre. Le reportage de Jeanne Toubé. La région d'Unzi va poursuivre son développement et ces populations peuvent toujours espérer le progrès. Et pour cause, le budget de l'exercice 2021 vient d'être adopté au cours de la seconde session ordinaire du Conseil régional à l'unanimité des conseillers présents, tout comme le compte administratif 2020 du président de la structure. Il s'agit d'un budget modificatif qui s'équilibre en recettes et en dépenses. Ce sont respectivement 2,5 milliards de francs CFA pour l'investissement et 1,2 milliard de francs CFA pour le fonctionnement. Les travaux se sont déroulés dans un très bel esprit et les conclusions abouties à l'adoption du budget modificatif numéro 1 et qui nous permet de prendre en compte le résultat de l'exécution du budget au titre 2 de l'année 2020. Je demande aux uns et aux autres de nous aider par les conseils, par les informations sur leur niveau de satisfaction par rapport à tout ce que nous faisons pour que nous puissions nous corriger et améliorer notre manière de faire. Le président du conseil régional d'Unzi reste fidèle à sa vision, traduite dans le slogan « Donner envie de vivre dans la région d'Unzi à l'horizon 2029 ». 73 projets, dont 30 inscrits au budget primitif et 43 nouveaux, seront réalisés. Ils touchent les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures routières et du social.
Et on reste à l'intérieur du pays avec plusieurs associations de femmes de la commune de Mayo, dans le département de Soubré, qui ont reçu des équipements d'une valeur totale de 14 millions de francs CFA. Le don du conseil municipal vise à promouvoir l'autonomisation des femmes et à éradiquer à long terme la pauvreté de la région de la Nawa. Jean-Marc Hadjadji. Des broyeuses, des seaux, des cuvettes et d'autres matériels de nettoyage offerts aux femmes issues de coopératives de la commune de Mayo. Ces dons d'une valeur de 14 millions de francs CFA visent à aider ces commerçantes et paysannes de la localité à se prendre en charge et à développer des activités génératrices de revenus. Une action initiée par le maire de la circonscription, Laure Bafland-Donvaï. Les femmes de Mayo ont exprimé leur gratitude à leur bienfaitrice. Je suis très contente parce que ça va vraiment améliorer notre condition de vie. Nous, femmes qui faisons le manioc, nous faisons les dérivés du manioc, de la transformation, commercialisation jusqu'à la production. Nous avons offert 11 broyeuses aujourd'hui pour aider les femmes à s'autonomiser dans leurs différentes activités. Ça va les rendre plus autonomes, mais surtout on a offert des broyeuses à des femmes qui ont leur association légalisée. On les encourage à se mettre, à se regrouper. Ensemble, elles arriveront plus à progresser. Mais aussi, on leur a dit, cette cérémonie nous a permis de leur donner des conseils sur comment bien vivre et sur la salubrité. Les activités économiques des 5000 femmes de la commune de Mayo reposent essentiellement sur le commerce des produits vivriers et des produits maraîchers. On parle maintenant de sport. Plusieurs talents et champions sportifs qui portent haut le drapeau de la Côte d'Ivoire à l'international ont été récompensés lors d'un gala annuel. Une cérémonie féerique dont l'initiative revient à Fatima Sibé, journaliste à RTI 1. On regarde le compte-rendu d'Arsène Kouassi avec Jean-Sylvain Resso. Les acteurs majeurs du sport ivoirien ont été honorés au cours d'une soirée de gala. Pour cette première édition, 21 prix ont été décernés dans plusieurs disciplines sportives. Chacun des athlètes ayant contribué au développement de sa discipline et au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale a été distingué. À commencer par les sports de combat. C'est Ruth Bagui qui ouvre la série des récompenses. C'est d'abord un honneur d'être invité, d'être parmi les chaleureux invités. Ça me fait très plaisir d'être présente. S'ensuit le sport automobile, le freestyle, le tennis, le basketball, avec les MVP de la saison régulière et du All-Star Game, Nathan Kwadjo et Stéphane Konaté. À ces deux s'ajoute Adjaï Barou, l'un des deux Ivoiriens à avoir disputé récemment la compétition BAL à Kigali au Rwanda avec son club de Ferroviario de Maputo. Au niveau du football, le Super Grand Prix est revenu à l'emblématique et ex-capitaine des éléphants, Didier Drogba, quand le sélectionneur Patrice Baumel s'empare du trophée des encadreurs techniques. C'est important d'encourager tous ces sportifs de haut niveau qui valorisent le pays. Donc j'étais très heureux d'être ici, de voir tous ces sportifs qui portent le drapeau ivoirien très haut. Et puis finalement, je repars avec un trophée au nom des joueurs parce qu'un coach n'est rien sans ses joueurs. Aujourd'hui, je suis fier de recevoir ce prix d'honneur. Et j'espère, et je ferai tout pour qu'il y en ait d'autres, parce que le sport, c'est une famille. Le gala annuel du sport ivoirien, c'est aussi l'action sociale. Une vente aux enchères d'un tableau a été initiée, dont une partie du montant servira aux soins des malades, proposé par le philanthrope Hassan Hayek. Et c'est Didier Drogba qui rafle la mise avec 2 700 000 francs CFA. Et dans l'actualité hors de chez nous, ces élections régionales en France désunies et sans leader incontestable. Les partis de gauche pourraient enregistrer leur pire totale voix lors du premier tour du scrutin. Encore profondément marqué par l'échec de 2017, la gauche se montre incapable de parler d'une seule et même voix. L'électorat de gauche semble démobilisé. Et puis les présidents américains et russes se sont rencontrés mercredi à Genève en Suisse. Ce premier sommet libéral a été, sinon le premier sommet bilatéral a été l'occasion pour Vladimir Poutine et Joe Biden d'aplanir leurs désaccords. Une première rencontre au cours de laquelle les deux dirigeants ont décidé du retour de leurs ambassadeurs respectifs à Moscou et à Washington. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1. Ne manquez surtout pas l'édition de 20h. Quant à moi, je vous retrouve à 23h.